Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a deux célibataires là, célibataires en couple là. Ils sont bleus et roses là. Tu cliques sur eux et tu vas envoyer ta demande. Tu vas monter, nous raconter ton histoire. Ou alors tu cliques, quand quelqu'un va monter, tu vas voir, il y aura en haut de son nom, de la personne qui raconte là, il y aura un truc comme demander ou bien tu vas monter, un truc comme ça. Sinon, ceux qui sont trop timides, vous pouvez envoyer vos histoires sur le numéro WhatsApp qui est sur toutes les vidéos qu'on poste récemment, que ce soit Facebook, YouTube ou TikTok. Il y a un numéro. Envoyez vos histoires là-bas. Voilà, on va commencer. S'il vous plaît, vous connaissez le concept, non? On n'insulte pas ceux qui montent raconter. Ceux qui montent raconter, on n'insulte pas ceux qui sont en train d'écouter. On est là juste pour raconter les histoires. Ceux qui ont les conseils à donner, faites-le après avoir raconté vos histoires. C'est souvent mieux. C'est pas bien de commencer par les conseils qui vont durer 2, 3, 4 minutes. Finissez avec le conseil, racontez l'histoire déjà et à travers votre histoire, passez votre conseil. C'est souvent mieux. Je pense que la morale vient après. Avant, c'est pas évident. Hein. Donc, évitez de mentionner les noms des gens qui vous ont causé du tort là. Et ceux qui aiment souvent raconter en disant que je vais prendre 3 camarades A, B, C. Non. A, B, C, comment? On n'a pas fait les maths pour venir faire les maths sur TikTok. Donne les faux noms, Stella, Pamela, Silé, par exemple. Ou tu peux donner Sarah, tu peux donner Apple, tu peux donner Princesse de l'Éternel. Mais tu peux pas dire que A, B, C, D, C, E, F, mon frère. Oui. Comment? Tu peux dire abondance. Comment? Il y a Miris, tu peux dire Mariska. Hein? Tu peux dire As de pique. Il y a tellement ici, tellement. Hein? Voilà, donc on va commencer. Merci beaucoup. Oh. Quand mon ami écoute fille monte souvent ici là raconter, c'est dans la vibe. Oh, vraiment, c'est terrible. Les mots me manquent. Je dis, attendez seulement que j'arrive en France. 2 jours. Je vais me sentir les directs. 2 jours seulement. Même 2 jours, c'est trop. À l'aéroport, déjà, j'appelle déjà la police au Cameroun pour dire que bon, le Cameroun, vous avez le courant. Ça va cuire. Ça va cuire. Qu'elle vient encore te dire, mon chéri. Et que... C'est la mère de ses enfants, hein. Là, tu vas pas un bisou là. On va se blesser ce soir. Vous allez me mettre la reproduction un jour. Attendez, on va se blesser. C'est la titulaire qui parle. Je rappelle à toutes les filles qui sont en bas là. La mère de ses enfants. Voilà. Bon, j'écoutais le live. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être libre ce soir pour bien écouter le live. Parce que souvent, je suis occupée les jours du live. Et j'écoutais comment on a parlé des bailleurs. Du coup, ça m'a rappelé l'une des maisons que j'ai eu à louer quand j'étais à Douala. Donc, je vais vous raconter un petit film de cette histoire de la location là. C'était à 3 mois à Douala. Donc, j'étais à l'université et nous, on habitait à SDP. En tout cas, où on fait le carburant, les gazoil et tout ça. Parce qu'on devait délocaliser les gens et nous, on était là-bas, on vivait là-bas. Donc, tous les bailleurs nous avaient dit de quitter et de chercher des maisons. Du coup, avec la pression à la SDP, il y avait déjà trop des incendies, les gens mouraient. Moi, j'ai trouvé une maison là à 3 mois, un studio. Du coup, quand je trouve le studio, les gens me demandent, tu as trouvé ta maison? Ou j'ai dit non, là au studio, là à 3 mois et tout. Chez quelle femme? J'indique la femme paye son âme, elle est déjà décédée. J'indique. Moi, j'indique tout le monde, il reste tranquille. Je dis, pourquoi ils disent rien. Alors, j'avais que, je crois, 4 jours, 1 semaine comme ça pour changer, pour enlever mes choses. Donc, du coup, j'ai pris mes choses, je suis allée rester dans la maison. Et j'avais déjà trouvé une dame qui louait aussi en haut. Nous étions au premier niveau, bref, c'était un niveau. Elle était en haut, elle avait 3 enfants. Et moi, j'étais aussi là, j'ai pris le studio. Elle avait le 2 chambres salon. Et puis, j'étais avec une amie, on sortait de la même cité. Elle a pris la chambre en bas. C'est comme ça qu'on restait. Les gens m'ont dit, pourquoi tu as pris, tu peux changer. Je dis, je n'ai même plus d'autre solution. Ou c'est ça, ou je vais rester en route. Et ils m'ont dit, en tout cas, si tu as pris, c'est pas grave, mais
le puits qui est là-bas ne puise jamais l'eau qui sort dedans. J'ai dit pourquoi? Ils disent comme ça et tout. Oui, Carrefour SDP justement. Après, ce qui avait commencé, c'est quoi? Son fils était venu nous donner l'huile d'olive. Il vient nous proposer l'huile d'olive que prenez, vous allez souvent utiliser. On dit pourquoi tu nous donnes l'huile d'olive? Non, parce que on dit non, pourquoi tu nous donnes l'huile d'olive? On ne peut pas venir louer chez vous, tu viens donner l'huile d'olive. Nous, on sait que l'huile d'olive, c'est pour chasser les mauvais esprits et puis tout ce qui va avec. Il dit que non, c'est seulement pour la protection et tout et tout et tout. On dit papa, protection, laisse. Même ton huile d'olive, nous, on ne veut plus parce qu'on avait déjà compris un peu de rumeurs et puis on ne pouvait pas retirer nos argents parce qu'on n'avait plus où aller. C'est comme ça alors que moi, je ne puisais pas l'eau qui venait du puits et quand il y avait des coupures d'eau, je préférais même, c'est-à-dire acheter Tanguy, faire ma toilette et rester parce que je ne voulais même pas toucher tout ce qui venait, l'eau de ce puits-là. Alors une nuit, je rêve que dans le puits, il y a quelqu'un, tu vois, quand on a jeté l'assiette ou bien je sais pas trop quoi, ça a vieilli, la rouille est montée sur ça. C'est comme ça que je rêve donc d'une personne dans le puits avec une sorte de rouille, comme s'il a tellement vécu dans l'eau jusqu'à la rouille rouge, tout ça était déjà. J'explique à ma voisine, j'explique à ma copine là. Est-ce que tu vois, j'ai rêvé comme ça, comme ça. Avant encore le puits qu'on parle mal, c'est moi, je comprends pas. Hein. On est dépassé, on va faire comment? On n'a pas le choix. Hein. Et la bailleresse a perdu déjà son mari, qu'on soupçonne qu'elle a tué son mari. Et elle est avec sa fille, qui est le bras droit, parce que toutes les autres filles ne veulent pas être en contact avec elle. Genre, non, maman est sorcière, non, on ne veut pas. Mais la dernière a accepté, parce que c'est elle qui va succéder le trône de ça, quoi. Alors, c'est comme ça. Alors, ma copine, il y avait une femme qui louait en bas aussi, mais qui avait un studio, une bamoune, elle avait déménagé. Ma copine dit, ok, elle va quitter la chambre pour prendre le studio. Moi, j'avais fait une très belle décoration dans ma maison parce que je fais aussi un peu la peinture. En fait, c'est pour moi, comme hobby, j'ai fait un très joli dessin sur mon mur et ma copine a dit qu'elle voulait aussi ça dans sa chambre. Donc, on achète peinture, tout, on achète le matériel. Je fais bien la peinture, c'est joli. La bailleresse arrive, elle dit que non, elle ne veut pas ça. Et ma copine a avancé déjà 500 €. 500 000, pardon. Qu'elle ne veut pas ce genre de trucs sur son mur. Mais pourquoi tu n'as pas dit chez moi, mais si celle-là, tu dis? Comme ça que la fille dit, si tu ne veux pas ça, la maison est trop timide, tiède, bizarre, tu me remets mon argent, je ne suis pas chercher ailleurs. Si tu ne veux pas la décoration, elle dit oui, elle va remettre l'argent. Et qu'on lave la peinture. J'ai dit, moi, elle ne fait pas le genre de travail. Là. Si tu veux, tu laves seul. Le petit frère de la fille a lavé la peinture. C'était toujours bizarre dans nos têtes. On parlait derrière, mais on ne savait, on n'avait pas de solution, on n'avait pas d'autres maisons à trouver facilement comme ça. C'est comme ça que ma copine a trouvé un autre studio et elle est allée. Et il y avait un nouveau locataire qui a pris la chambre. Il n'était pas camerounais, il était d'un autre pays. Je ne sais pas si c'était Bénin ou bien Togolais, je ne sais plus, c'était un autre pays. Un jour, il reste, il est assis dehors, il comprend dans le puits, pop, pop. Il dit que, ok, personne ne tire l'eau. Il part regarder, il voit l'eau en mouvement. Il nous appelle en haut, on descend. On regarde, il dit, moi, la fête sur le puits, si je ne veux même pas passer à côté. Après 2 jours après, le puits commençait à mousser. Le puits commençait à mousser, donc c'était plus, tu restais, tu tirais même l'eau, tu sentais un peu la mousse. Moi, elle dit, moi, je connais que dans ce puits. Je connais ce que j'ai vu dans le rêve dans ce puits. En tout cas, pour moi, je sais ce qu'il y a dedans. C'est comme ça que tout le monde était. Et la dame qui restait en haut avait 3 enfants, son mari, ses affaires n'allaient plus. Tout était, il me demandait tout le temps. J'ai dit, tes affaires, ça se passe comment? Tout va bien, ta vie n'a pas changé. Elle dit, ma vie n'a pas changé, même d'un centime, c'est la même chose. Même quand, si vous dites qu'elle est sorcière, là, quand elle me voit, elle va voir même ce que je suis sorcière, puisque elle. Donc, ma part, là, c'est resté la même chose. Ils étaient dépassés. Ma copine avait quitté, 2 locataires avaient déménagé. Même le nouveau gars était parti. On est restés là, nous deux, la dame et moi. Elle dit, Nelly, tu n'es pas partie, qu'elle n'est pas retrouvée la maison. Quand elle avait trouvé, elle est partie. Sinon, nous deux, on reste ici. Elle va me sentir. On dit souvent, les bailleurs sont ici, ils sont méchants, ils sont ceci. Sinon, quand elle me voit là, elle me dit bonjour, tout calmement. Mais quand c'est les autres, elle disait un bonjour sec et tout, et tout, et tout. J'ai dit, c'est sûr que quand elle regarde à mes yeux, elle voit que ce qui est à moi là, c'est plus grand que pour elle. C'est comme ça qu'on restait, un jour. On rentre le soir, je rentre le soir. Maman, il y avait un bruit. Donc, c'était... Les voisins étaient calmes. C'était que les souris... Moi, je n'ai jamais entendu les souris comme ça. C'était un bruit que tout... Donc, ils jouaient la yanga. C'est-à-dire la danse traditionnelle dans le plafond. J'ai dit, moi, je ne veux pas la qualité. Quand je suis entrée, j'ai dit, attendez un peu, c'est moi qui paye le loyer. Donc, je parlais seule, j'étais seule dans ma maison, mes voisins m'écoutaient. C'est moi qui paye le loyer dans la maison-ci. Donc, je ne peux pas payer le loyer et puis vous venez rester avec moi, vous voulez louer jusqu'à ce que c'est vous qu'on entende.
Comme moi, je suis ici, là, c'est moi qui loue. Et celui qui est en moi, là, c'est plus grand que celui qui est dans la femme qui est à la maison-ci. Donc, tout, c'est comme ça, je priais, je parlais fort et je disais, ramassez seulement votre vous libérer parce que j'envoie le sang de Jésus, le feu. C'est comme ça que je priais, je parlais à haute voix et il m'entendait dans la chambre là-bas. Et j'ai parlé, prié peut-être 5 ou 10 minutes comme ça. Quand j'ai fini, comme j'ai dit Amen là, je ne vous écoute plus. J'ai dit Amen. Comme j'ai dit Amen, moi-même encore, il y a des fois tu pries. Toi, tu demandes, est-ce que c'est même moi? Quand j'ai fini, j'ai dit Amen là, rien. Mon bailleur m'appelle au téléphone. Il dit, Mélie, merci. Il dit, pourquoi? Il dit, depuis 2 heures de temps ici. J'ai déjà même... Donc, mes enfants, on est à pleurer, on est fatigués, donc on ne sait même pas où aller. Merci seulement. Demain, je te donne ta bière. J'ai dit, en tout cas, j'ai dit, j'ai compris demain. Le lendemain, et quand on parlait à la bailleure, j'ai dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourquoi et tout et tout. Quand j'avais prié comme ça, quelques temps après, il y a un soir vers 18h, l'incantation que je n'ai jamais vue. C'est comme ça qu'on brûlait les trucs en bas. Ils étaient là, ils ont appelé un homme. On faisait des incantations, on creusait. Ils n'avaient même plus peur. On était en haut, on s'est placé, on regardait tout ce qu'ils faisaient. La femme dit qu'elle ne doit pas te voir. Elle dit, elle n'a pas peur, je m'en fous. Je suis chez moi, elle est chez elle, je paye ma maison. Donc, elle faisait de ces incantations. Ils brûlaient les encens, ils brûlaient les trucs. C'est comme ça que mon voisin a dit que lui ne peut plus supporter. Il a trouvé sa maison. Il est parti petit. Il a même refusé de donner la caution. Donc, refusé. Il a dit que si tu veux, tu restes avec elle. Moi, je pars. Moi, je suis restée dans la maison. Un soir, je rentre. Je ne savais même pas que mes voisins ont déménagé. J'arrive. La maison. Et quand des fois, tu pouvais arriver, il y a la lumière partout. Mais chez nous, il n'y a pas la lumière. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle s'arrangeait à couper l'énergie. C'est comme ça que je rentre, que j'arrive, c'est calme. Je parle rien. Je dors. Après, le matin, ils constatent que mes voisins ont déménagé. Je dis, après la peur, moi même plus que moi, mais là, elle dormait encore seule dans le camp, seule. Tous les voisins avaient déménagé à titre de rappel. J'étais la seule qui était restée. Après, moi, elle dit qu'il y a un moment où non. Il y a un moment où il faut soit baisser le courage, il faut soit baisser un peu le niveau du courage. J'ai dit que moi, je vais quitter ici. J'ai trouvé ma maison, était partie. Mais tout le monde avait déménagé de la maison. 3 mois. C'était à 3 mois net. Donc, quand vous entrez dans la maison, c'est vrai qu'on peut se renseigner. Le voisinage m'avait déjà dit, mais je n'avais pas d'autre solution. Il n'y avait qu'une seule solution, c'était de prier. C'était la prière qui m'a sauvée. Comme je suis entrée là-bas, je suis sortie le jour que je voulais. Elle n'avait pas de pression sur moi. Quand elle me regardait, elle sentait que la fille, c'est quelque chose dans les yeux de la fille. Et tout le monde avait, d'autres perdaient l'emploi, d'autres sur le business chutaient. Mais moi, j'étais sortie là-bas, comme j'étais entrée, tout allait bien jusqu'à ce que je... Donc, vraiment, soyez seulement... Comme on dit, si tu es avec tes marabouts, sois bien avec tes marabouts. Mais si tu es avec Jésus, sois aussi bien avec ton Jésus. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter comme histoire ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire. La pub. Maman Nelly. C'est toujours comme ça que je dis que tu ne peux pas être un demi-chrétien ou un demi-musulman ou un demi-croyant quoi que ce soit et te battre contre un démon qui entend plein de démons. C'est-à-dire que lui, il fait ses prières tous les jours pour que démon, il est toujours là, que oui, il est démon tous les jours. Et toi, tu es un demi-chrétien, tu viens te battre contre lui, il va te manger. Il va te manger. Ouais, c'est ça. Allez voir. C'est un peu ça. Bonsoir Tata Françoise. Bonsoir DMG. Comment ça va? Ça va, ça va. Je vous suis depuis un bout. Ça va très bien. J'ai suivi l'histoire de la dame qui parlait du vol d'énergie. Moi, je suis de l'Est du Cameroun et je sais que c'est une pratique qu'il y a beaucoup chez nous. C'est pour ça que chez nous, quand... Désolé, avant que tu ne continues, j'aimerais juste souligner quelque chose. Est-ce que ceux qui sont dans le live ont remarqué quelque chose? Que les premières personnes à raconter les histoires donnent un peu... je vais dire ça comment? L'idée du conducteur de la soirée. Parce que on a commencé avec des histoires qui concernaient suivre l'instinct, ne pas faire confiance à ceci. Tu vois, le reste de l'histoire là, c'est un peu ça. Ça me rappelle telle histoire, ça me rappelle. Donc, c'est clair que le direct aujourd'hui, ça va être que le thème, c'est un peu ça. Par rapport à l'autre direct, c'était beaucoup plus les revenants. L'autre direct, c'était beaucoup plus les sectes de serpents. Donc, c'est comme ça, il y a les thèmes. Le thème d'aujourd'hui, c'est ne pas faire confiance, suivre l'instinct et tout. Voilà. Tu peux continuer, maman.
Oui, donc je disais, c'est une pratique. Je me rappelle quand j'étais gamine au village, ma mère, elle est de la zone, la forêt vraiment équatoriale, c'est-à-dire la limite entre le centre et l'est, là où il y a un peu les pygmées et tout ça, machin. Et quand j'étais enfant, je me rappelle que quand quelqu'un de la famille était vraiment gravement malade, ceux qui pratiquaient ce truc-là, quand ils tombaient malades, nous les enfants, on nous interdisait l'accès à l'endroit où cette personne se trouvait parce que la personne pouvait changer. Et je me rappelle qu'on a 2 fois perdu des membres, des enfants dans la famille justement, qui on a changé. C'est-à-dire la personne va manger et va laisser son reste de nourriture. Peut-être quand les adultes sont au champ. Peut-être il est enfermé dans la chambre, il est gravement malade. Tout le village est parti au champ. Il va dire, qui est là? Qui est là? Venez prendre le reste de nourriture à vous manger. Tu vas partir, tu vas prendre et il va faire le transfert. Et le même soir, l'enfant décède et le lendemain, la personne se met à récupérer de sa maladie, ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose, c'est pas que j'ai entendu, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Et ça se fait. Et c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup, mais les gens ne le savent pas, à la naissance. Quand les gens viennent voir les bébés, avant que le nombril ne tombe, parce qu'il faut savoir que l'énergie se vole soit par la bouche, soit par le nombril chez le bébé. Donc, quand les gens viennent rendre visite aux enfants qui viennent de naître, avant que la plaie ombilicale ne se ferme, ça peut aussi se faire, ce transfert-là. C'est-à-dire que tu accouches ton enfant, comme toi, tu n'as pas le 3e œil ouvert, tu ne vois pas l'énergie de ton enfant, tu ne vois pas la lumière de ton enfant. Toi, tu crois que tu as accouché un enfant comme ça, alors que tu as accouché un surdoué, une étoile, quelqu'un qui avait une destinée hors du commun. Et ceux qui ont le 3e œil ouvert, quand ils voient ça, ils viennent te rendre visite, ils apportent beaucoup de cadeaux, ils t'embrouillent avec l'enveloppe, ils donnent l'argent, ils font les trucs. Pendant que toi, tu es là à classer les cadeaux, à faire le truc, il fait vite ce qu'il a à faire et il te remet ton bébé. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans le centre, avant un certain âge, on donne le piment à l'enfant. On donne le piment, surtout dans les villages où ça se pratique, on donne le piment à l'enfant parce que quand la personne fait ça, l'enfant ressent. C'est-à-dire c'est un corps étranger qui rentre dans l'enfant. Et l'enfant a tendance à pleurer. L'enfant a tendance à pleurer. Et si ton enfant, toi, tu l'avais déjà habitué à lui mettre la saveur du piment dans la bouche et que le piment ne lui fait plus pleurer, tu vas demander à la personne pourquoi l'enfant, comment on m'a servi à manger là même, je mangeais, j'ai mis dans sa nourriture, c'est sûr que c'est le piment. Moi, je me rappelle aussi une histoire comme ça où on a fait, quelqu'un a enlevé ce qu'il avait mis sur l'enfant. Parce que la mère de l'enfant a dit non, l'enfant a l'habitude de manger la nourriture pimentée ici, il ne pleure pas, pardon. C'est vraiment aller loin, c'est aller chez le chef du village et la personne avait finalement, je ne sais pas s'il avait finalement vraiment enlevé, mais on a fait des rites où on a dit que la personne avait enlevé ce qu'il a mis. Par rapport à moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, par rapport à mon histoire personnelle, moi j'ai envie de dire aux gens, l'énergie que nous avons en nous, n'importe qui peut nous la voler ou parfois nous nous laissons dérober nos vies, nos chances, sans toutefois s'en rendre compte par des copines, par des amis, par des patrons, par des personnes malveillantes qui peuvent nous prendre cette énergie. Ça peut aussi être une programmation de nos propres familles. Ceux qui sont du centre, du sud, de l'est, savent de quoi je parle. On parle des filles, garçons. On dit les femmes fabriquées. En langue, on dit kominga, c'est-à-dire on arrange la femme. On fabrique, c'est-à-dire tu accouches une femme, on la fabrique, elle devient comme un homme. Elle devient comme un homme, on la fabrique. Et ça, c'est souvent des familles qui le font, c'est-à-dire qu'ils ont vu que dans le cercle familial, il y a quelqu'un dans la famille qui a accouché un enfant qui a une étoile. Et ça se fait que chez les filles. Au lieu que cette fille se lève et aille à mariage, va donner l'étoile là à une autre famille, on la fabrique et on tourne son étoile au profit de la famille. Et c'est pour ça que vous allez voir des filles, elles situent tout le monde dans sa famille, mais elle-même, tu ne comprends pas sa vie. C'est-à-dire que c'est comme si, je ne sais pas comment je peux dire, c'est comme l'esclavage spirituel, je ne sais même pas comment, on t'a servi. Tu es là, tu
fais tout des pieds et des mains pour situer tout le monde dans ta famille. Tu travailles pour tout le monde. Tu es même en bain. Tu fais 10 boulots. Tu ne dors pas. Tout ton argent, tu envoies au pays. Tout ton argent, tu envoies au pays pour situer ta famille, en fait. Et ce genre de femmes-là, généralement, on leur dit de ne pas se marier. C'est interdit de se marier. C'est interdit de faire des enfants. Moi, dans mon cas personnel, j'ai été un enfant fabriqué. J'ai été un enfant fabriqué. Et quand je me suis rendu compte, pour ne pas faire long, je suis née, et à une époque, en 74, il n'y avait pas de téléphone. Mais bizarrement, le jour où je suis née, ma grand-mère a su que j'allais naître. Elle est partie du village, elle est arrivée à Yaoundé. Mon père, à l'époque, était intendant à l'ENSA, à l'université agronome. Elle est arrivée à la maison, elle a demandé ma mère est où. On lui a dit, ma mère est sortie. Elle a dit, suivez-la, elle va accoucher aujourd'hui. Les gens étaient sidérés, les gens se demandent comment elle sait qu'elle va accoucher aujourd'hui. Donc, quand les gens, moi je suis née au Carrefour Colbison. Quand les gens sont partis au marché du Carrefour, qui était non loin du Carrefour Colbison, là ma mère faisait les courses. Ils sont arrivés là-bas, là où elle fait les courses. On leur a dit que, on l'a amenée à l'hôpital parce que elle a commencé à accoucher ici au Carrefour. Du coup, le chauffeur est retourné à la maison dire à ma grand-mère que on m'a amené à Djongolo, on a amené sa fille à Djongolo pour accoucher. Et ma grand-mère a demandé au chauffeur de l'amener là-bas. Et quand le chauffeur l'a amené là-bas, je venais de naître, hein, j'avais à peine 2-3 heures de temps. Elle m'a pris, elle m'a emballé dans la couverture. Elle est allée à la gare Balmayo en face de l'immeuble de la mort. À l'époque, c'est là où on prenait le car pour aller dans mon village. Elle est partie avec moi au village. Et mon père, lui, il était au village, il était au travail. Donc, le temps que le chauffeur aille lui dire que sa femme a accouché, il quitte Colbison. L'ENSA, c'était en Colbison. Pour arriver à Djongolo, il arrive vers en fin d'après-midi, 15-16 heures. Il demande à ma mère, l'enfant est où? Ma mère ne dit rien. Il insiste, il se fâche. Le temps que tout ça se passe, il est déjà dans les 18 heures. Finalement, ma mère lui avoue que sa mère, à elle, est venue chercher l'enfant et est partie au village avec. Il prend la route, le temps d'arriver au village, il trouve que la cérémonie est en train de finir. Donc, je grandis dans quelque chose où chaque fois que je veux me lier, quand j'ai eu la puberté, où j'ai commencé l'histoire des garçons, chaque fois qu'on voit que je veux vraiment me lier à un garçon, j'ai une grand-mère qui se met dans une colère noire. Jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un qui me dit j'ai envie de faire l'enfant, et je vois ma tante et je dis à ma tante que mon mec que je t'ai présenté a envie de faire un enfant, et ma tante éclate de rire. Je sais pas si tu vois un peu, tu vas voir ta tante qui est ta confidente, tu lui dis tata, voilà mon gars que je t'ai présenté là, il a envie qu'on fasse un enfant, et puis elle éclate de rire. Et je lui demande mais pourquoi tu ris? Elle dit parce que tu peux pas faire d'enfant, on va voir ta grand-mère, elle va t'expliquer. Et moi je me fâche, je dis mais comment tu me dis que je peux pas faire d'enfant et tout? Elle me dit non pardon, il faut pas qu'on dise que c'est moi qui ai dit. Je me fâche, je prends le transport, je loue une voiture à Yaoundé et je m'en vais voir ma grand-mère au village. Et à l'époque, je faisais beaucoup de cadeaux à ma grand-mère. Et ma grand-mère, Mamadou, elle me dit non, ce n'était pas vrai. Pourquoi elle m'a dit ça? Elle prend le transport, elle vient à Yaoundé, elle menace sa fille. Elle dit à sa fille pourquoi elle m'a dit ça. Ça passe. Ça, c'était je pense, dans les années 90. Parce que mon fils, il est né en 94. Donc, ça continue et à un moment, la parole de ma tante revient dans ma tête et je m'en vais la revoir en pleurs. Je lui dis sincèrement, si tu ne veux pas me dire ce que tu connais sur ma vie, sur mon histoire, parce que dans la famille, les gens me regardent toujours bizarre et tout. Quand je parle de mariage, de mes enfants et tout, les gens me regardent bizarre. Donc, je la fais asseoir et je pleure et je lui dis, quand je sors de chez toi, ne m'adresse plus la parole. Alors, elle m'avoue, elle me dit, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas faire d'enfant, c'est ta grand-mère et le village qui ont décidé comme ça. Alors, j'ai décidé, moi je suis radicale. J'ai coupé les ponts avec tout le monde dans la famille. J'ai dit, tant que vous ne me dites pas la vérité sur ma vie, je ne vous adresse plus la parole. Alors, mon père a été le premier à me demander de venir. Je suis allée voir mon père et puis il m'a raconté, il m'a raconté ce que je viens de vous dire, l'hôpital, comment on m'a amené au village. Il me dit, quand moi je suis arrivée au village, ma fille, devant Dieu, je ne sais pas s'ils avaient fait, s'ils n'avaient pas fait. Moi, ce que je sais, c'est que quand je suis arrivée au village, je t'ai récupéré, je t'ai mis sur le siège arrière
de ma 404 bâchée et je suis retournée à Yaoundé avec toi. Mais ce que je sais, c'est que si tu veux la vérité sur cette histoire, demande à ta mère. J'ai demandé à ma mère, elle est entrée dans une colère noire. J'ai demandé à mes tantes. Et alors, pendant que tout ça se passe, ma grand-mère avec qui j'ai coupé les ponts depuis un certain nombre d'années, elle ne supportait plus. Elle envoie m'appeler et elle vient me trouver à l'école où je fréquentais. Elle me dit, elle a trouvé quelqu'un qui peut me soigner. Je lui dis, mais grand-mère, avant de me dire tu as trouvé quelqu'un qui peut me soigner, il faut d'abord me dire de quoi je souffre. Elle me dit non, elle a trouvé quelqu'un qui peut me soigner. C'est qu'en fait, depuis que je suis née, elle a découvert que je ne pouvais pas faire d'enfant. Ça casse un peu, hein. Attends. Là, Allô? c'est bon? Ouais, c'est bon là. Allô? Ok. Donc, elle me dit qu'elle a trouvé une femme pygmée qui va me soigner. Elle m'amène chez cette femme pygmée qui me soigne pendant 7 jours. Je t'épargne les détails de ce qui est sorti de mon ventre par la voie vaginale, excusez-moi l'expression. Je retourne à Yaoundé et cette femme me dit au bout de 3 mois, tu vas concevoir. Et au bout de 3 mois, je conçois mon fils. Sauf qu'après, la première personne, je ne l'épouse pas. Et quand je lui présente, je rencontre quelqu'un d'autre qui me dit qu'il veut faire un enfant, il veut qu'on se marie et tout. Je lui raconte la vérité. Je lui dis, je ne sais même pas si je vais pouvoir faire des enfants. Je repars voir la dame pygmée qui m'avait soignée à l'insu de ma grand-mère. Je pars en cachette. Et c'est cette femme qui va me dire la vérité. Que, en fait, le village avait vu ci, ils avaient vu ça, ils ont décidé ci, ils ont décidé ça. Elle me dit, j'ai tout le temps prié Dieu pour qu'il te ramène vers moi parce que tu as un cœur propre. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Et c'est cette femme qui me dit que ma grand-mère lui avait dit que ce qu'elle a mis sur moi, de ne pas complètement enlever, de me permettre juste de faire un enfant, le temps que je me calme, de ne pas complètement enlever. Mais elle me dit, mais comme toi-même, Dieu t'a ramené vers moi, je vais faire mon travail pour mourir en paix, pour avoir ma conscience tranquille quand je vais mourir. Et c'est cette femme qui m'a fait ce rituel, qui m'a dit, je vais te libérer de tout ce qui avait été fait à ton insu. Donc, elle m'a dit, une fois que tu seras parti, tu n'auras plus besoin de revenir ici pour faire tes enfants. Tu vas tellement faire d'enfants que tu vas même prendre des médicaments pour ne pas en faire. Après, j'ai fait 5 enfants, sans problème. Et ma grand-mère, elle est entrée dans une colère noire quand elle a su ce que j'avais fait. On a fait 15 ans sans se parler jusqu'à ce qu'elle décède. Ma mère aussi, malheureusement, parce que elle trouvait que je désobéissais à sa mère. Tout le village aussi, malheureusement, parce que ils estiment que s'ils sont pauvres aujourd'hui, c'est parce que j'ai brisé tout ce qui avait, toute cette énergie et tout. Je suis allée donner ça au Bamileke, comme on dit. Je suis allée me marier et j'ai fait des enfants avec quelqu'un d'autre et mon étoile a brillé à travers lui. Donc, c'était ça mon histoire aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire, Tata Françoise. De rien, DMJ. Je reste dans les commentaires. Il y a les commentaires. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et vous? Je peux commencer? Oui, oui. Oui, bonsoir d'abord à DMG TV. Je voudrais vous partager une histoire de ma tante. En fait, ma tante, elle travaillait comme institutrice et elle travaillait dans une autre ville. Elle vivait dans une autre ville en fait, mais elle travaillait dans une autre ville. Maintenant, un soir, elle avait travaillé, elle était de soir. Cette semaine, elle était de soir. Ok, d'accord. Maintenant, ma tante, il y avait une semaine, elle était de soir. Donc, après, elle avait terminé, je pense, c'était 17h, 18h. Après, elle avait trop de choses à faire, comme elle était institutrice à l'époque et tout. Donc, elle est restée à l'école, elle a travaillé. Vers 21h, elle décide de sortir. Elle sort, elle part prendre le taxi. Donc, elle demande course, telle ville, 12 000 et tout. Le taximan accepte. Pour le taximan accepte, elle va. Elle rentre dans le taxi, ça part et tout et tout. Au milieu de la route, le taxi, en fait, il gare. Ceux qui connaissent Sucaf vont se rappeler de ça.
l'histoire de Côte-Sœur. Maintenant, il rentre dans les cannes, il gare. Ma tante dit, mais c'est comment? Il dit, ben, non, madame, vous allez voir. En fait, vous allez mais vraiment voir. Il claque la portière et les hommes sortent. Quand les hommes sortent, ma tante dit ce qu'elle avait dit. Elle avait juste crié, papa! Elle avait juste crié comme ça. Et quand les hommes là sont retournés vers elle, ils ont crié. Ils ont dit, mais ça c'est quoi? En fait, ce qu'ils disaient, en fait, elle était devenue comme animal en fait. Je pense, elle disait, la façon que les hommes la fuyaient, ça c'est qu'elle panthère, les trucs comme ça. Ils se sont mis, ils ont couru et tout. Et j'explique cette histoire, c'est pour dire, en fait, les histoires de totems de famille, il faut parfois y croire parce que dans notre famille, nos parents nous expliquaient ça toujours que dans la famille, il y a des totems et la panthère, c'est un peu ça. Et c'était grâce à ça que ma tante a été sauvée. C'était un peu ma petite histoire. C'était une histoire qui date de 2007, à l'époque de Sucars sociaux et les Côte-Sœur. Mais c'était vraiment grave à l'époque. Mais à présent, ça va. C'était ma petite histoire que je voulais vous partager. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire, Leslie. D'accord. Merci. Bonsoir, DMG. Bonsoir. Ça va? Je vais très bien et toi? Quoi dit la blanche? Hein? Il veut dire quoi? La blanche, c'est ce que ça veut dire. La blanche. Oui, comme blanc. Ok. D'accord. J'ai deux histoires à raconter. Il y a une histoire qui est personnelle, bon, disons proche, et il y a une autre histoire qui concerne la sorcellerie dans une famille. Et la première histoire, tu vas choisir en fait, c'est comme on appelle le changement. Quand quelqu'un par exemple vient te tuer et puis il te rate, c'est lui qu'on prend. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a ça et puis voilà. Bon, je vais commencer par la sorcellerie dans la famille. Il s'agit d'une très grande famille. Il y avait beaucoup d'enfants. Donc les deux derniers, le tout dernier, je vais l'appeler Denis. Et son grand frère, je vais l'appeler Alain. Donc, dans les années 2000-2003, Alain, lui, il vient en Europe pour se chercher. Sachant que Denis, lui, il est corps habillé. Donc, quand Alain, il vient en Europe, il est tellement content, il appelle son petit frère pour lui dire, ah, laisse l'armée, viens en Europe. Son petit frère lui dit, non, que moi, j'aime trop l'armée, je ne peux pas venir en Europe. Ah, c'était en 2003. Mais en 2007, ah, les choses se gâtent tellement pour Alain, il ne comprend pas. À la base, Alain, il est bouddhiste. Mais tellement ça mentait sur lui, ça mentait tellement sur lui que il est devenu chrétien. Donc, en 2007, il a commencé à parler à son petit frère Alain pour dire, ah, franchement, de la manière la famille est, il y a la sorcellerie dans la famille, tout et tout. Alain, lui, se disait que c'est parce que le gars est parti, il échoue, qu'il est en train d'accuser la sorcellerie. Donc, tellement c'était grave que c'était même ses frères qui sont restés à Abidjan, qui envoyaient l'argent à celui qui est en Europe. Jusqu'en 2011, le gars avait tout perdu, il n'avait même plus de papier. Alain avait tout perdu, il n'avait même plus de papier, rien du tout. Donc, il appelle son petit frère Dédi, il lui dit, tu sais, la sorcellerie, la maman est dans la sorcellerie. En temps, Denis, lui, sa copine à laquelle il était, avait fait une petite fille. Et le bébé avait 1 an quand la copine de Denis a laissé l'enfant chez la maman de Denis et puis elle est partie. Donc jusqu'en 2014, c'était trop compliqué sur Alain. Il appelle Alain et il appelle Denis, il dit Denis, maman et puis ta fille là, dans la sorcellerie. Donc Denis, tellement ça l'énervait, finalement quand son frère l'appelait, il ne décrochait plus. Jusqu'en 2015, le papa des garçons est tombé malade. Et il fait appeler son dernier fils qui est vraiment son ami. Et quand le fils va voir le papa à l'hôpital, le papa lui dit, ah mon fils, tu es le dernier, c'est avec toi je m'entends dans la famille. Mais je veux que tu dises à tes frères que si je meurs là, que chacun aille se chercher parce que votre maman, elle est terrible. J'ai tout fait, j'ai lutté, mais je n'en peux plus. Donc franchement, j'aimerais que tu appelles tous tes frères et sœurs, vous faites une réunion pour que chacun aille chercher sa tête.
Celui qui veut aller voir Marabout, qu'il aille voir Marabout. Celui qui veut aller voir Imam, il va voir Imam. Celui qui veut aller voir un pasteur, il va voir un pasteur. Mais en tout cas, pour que vous cherchiez. Denis, lui, il vient, il se dit, bon, il est le dernier. Pourquoi c'est à lui, son papa vient dire, comment lui va prendre la responsabilité de dire à ses grands frères que, ah, voilà ce que papa a dit, et tout. Il tourne, il en parle à sa femme. Sa femme lui dit, ah, ça là, c'est compliqué, hein. Finalement, Denis, il ne dit rien. Un mois après, le papa meurt. Avant que le papa meure, c'est à Denis, il a donné tous les papiers de ses maisons, de ses terrains et tout. Donc, quand le père meurt, Denis avait les papiers. Mais dès qu'il a commencé à avoir des revenus ménages dans la famille, il est parti, il a redonné les papiers. Maintenant, la nouvelle femme de Denis, puisque la mère de sa fille avait laissé l'enfant quand l'enfant avait 1 an. Et Denis, il avait été, comment on appelle ça, il a été affecté loin de sa femme et de sa famille. Mais comme la femme reste à la maison avec les enfants, dont la première fille de Denis, que je vais appeler Annick, elle voit que la petite a des comportements bizarres. Son papa lui achète même un nouveau matelas. La petite là va prendre le matelas, là, elle va déchirer, jeter. Qu'elle veut boire de l'eau, c'est dans les toilettes qu'elle s'en va boire l'eau. Donc à chaque fois quand la femme appelle pour dire à Denis, ah, ta fille elle a un mauvais comportement. Bon, lui il s'est dit que non, peut-être parce que c'est pas sa maman, surtout qu'elle a commencé à faire des enfants et tout, donc franchement, sa femme n'aime pas sa fille, mais il ne peut pas dire, alors que sa femme s'occupe très bien de la fille. Donc il est là, il tourne. Tout ça, c'est qu'un jour, à la faveur de la guerre en 2011, il a fait partie de ses enfers, comme on appelle ça, toute sa famille à l'intérieur. Donc la femme de Denis, elle a pris, même la fille de Denis, ils sont partis dans sa famille. C'est là-bas maintenant, il s'est déclaré que la fille était sorcière, mais il n'a pas cru. Donc ils sont repartis encore une autre fois en vacances. Ils étaient en train de... Le frère de la dame est pasteur. Pendant qu'ils sont en train de prier, la fille de Denis peut attaquer le petit frère de la femme à son papa. Et donc, elle prend défaite. On demande encore, la petite dit, il n'y a rien. Mais tellement ils l'ont coincé, elle a fini par dire qu'en fait, elle a donné, elle doit de la viande qu'elle a mangée avec des gens. Donc, il faut qu'elle rembourse. Et c'est là, maintenant, quand Denis a vu qu'en fait, sa fille avait commencé à avouer, c'est là, maintenant, il s'est déplacé. Il a pris sa fille à aller dans un camp de prière. Donc, ils arrivent dans le camp de prière. La petite, elle avait 13 ans. C'est là, elle va avouer que, effectivement, elle est sorcière. Elle a été initiée par sa grand-mère. Elle a tenté par tous les moyens de tuer son père, mais elle n'y arrive pas. Du coup, les 3 enfants que son papa a eu, la nouvelle femme, elle a initié les 2 petites filles. Et que, quand elle va boire l'eau dans le WC, là, en fait, sa grand-mère a fait un circuit parallèle par lequel elle fait passer du sang humain. Et c'est pour ça, la petite, quand elle veut boire, elle s'en va boire dans le WC. Donc, elle va boire dans le WC, là, c'est le sang humain qu'elle s'en va boire. Donc, maintenant, on lui demande, ah, ton oncle qui est en Europe, là, qui le fatigue? Elle dit non, que en tant le monsieur, quand il était en Europe, tellement ça n'allait pas chez lui, il a dû faire rapatrier sa femme et son fils. Il restait au moins 5 années à Abidjan. Et c'est pendant ce temps, la grand-mère a initié lui-même son propre fils. Donc, quand l'enfant est reparti en Europe, chaque fois que la grand-mère et la petite fille venaient maintenant en attaque en Europe ici, c'est lui qui ouvrait la porte. Donc, bref, c'est comme ça que la petite, elle a été délivrée. Mais par contre, la maman n'a pas été délivrée. Et le pasteur a insisté pour dire au monsieur, à Denis, de faire venir sa maman. Il dit, ah, lui, il a peur. Donc, comment faire déplacer sa mère pour aller jusque dans ce camp de prière? Donc, c'est tout ça, c'est resté. Alors qu'on ne peut pas délivrer une partie et puis laisser une autre partie. Mais au moins, on peut dire que ce qui a sauvé Denis dans tout ça, c'est que la femme avec laquelle il était maintenant, c'était une femme qui était une femme de prière. Sinon, la fille, elle a avoué qu'à 4 reprises, elle a tout fait pour pouvoir tuer son propre père, mais elle n'a pas pu tuer son papa. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cette histoire-là? Souvent, il y a des secrets de famille. Denis, en fait, moi, je lui en ai voulu parce que ton père ne peut pas prendre la responsabilité de t'appeler pour te dire, ah, mon fils, va dire à tes autres frères que votre maman, là, elle est sorcière. Donc, si je meurs là, essayez de trouver des endroits pour soit aller à l'église, soit aller à la mosquée, mais essayez de vous protéger.
Toi, tu prends, tu gardes ça sur toi et tu n'en parles pas tu n'en parles pas aux autres. De sorte que eux, ils sont livrés et la vieille, elle ne fait que faire la razzia parmi ses enfants. Elle les a tous détruits, elle les a tous anéantis. Donc, qu'est-ce que moi j'aimerais dire? Si on vous fait confiance, par exemple, dans la famille, il faut en parler. Ou bien si vous ne pouvez pas en parler, peut-être déléguer un homme charismatique, un homme de Dieu, qui va venir peut-être délivrer toute la famille, mais tu ne peux pas garder le secret pour toi seul. Et puis c'est quand maintenant on voit que ta fille met dedans que tu vas aller demander la solution. Donc voilà, c'était ma première histoire. Maintenant la deuxième, elle n'est pas longue. Hein. La deuxième, c'est deux cousins à moi. Donc je vais donner leur nom parce que il n'y a pas le feu en fait. Il y a un qui s'appelait Geoffroy, et un qui s'appelait Perico. Geoffroy, lui, il était à Abidjan chez sa cousine. Mais à un moment, comme il a eu un petit boulot, il a déménagé. Il a pris son petit studio quelque part là-bas. Donc un jour, ils sont on a la maison comme ça, et puis il y a Perico qui vient du village. Quand il arrive, il demande après Geoffroy, lui a dit non, Geoffroy a déménagé. Donc, et en fait, il était censé faire un aller-retour, mais comme Geoffroy a déménagé, il était obligé de rester là. Donc, on fait la commission à Geoffroy pour dire, ah, il y a Perico qui est arrivé du village, il est venu te voir. Donc, Geoffroy, comme il travaille, il attend le week-end pour aller voir Perico. Et la chance de Geoffroy, quand Geoffroy arrive pour aller voir Perico, ils ont un autre cousin aussi qui est venu rendre visite aussi à Perico, qui est venu, donc c'est-à-dire qu'ils étaient trois maintenant. Maintenant, ils font les formalités, ils causent et tout. À un moment donné, Geoffroy décide de prendre congé. Il décide de rentrer chez lui. Donc, Perico, Geoffroy et le cousin, ils devaient partir, ils devaient sortir accompagner Geoffroy. Donc, au moment où ils veulent franchir la porte, c'est le cousin visiteur qui demande à Perico, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Perico est là, il ne parle pas. Et Geoffroy aussi est étonné. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient en train de sortir de la cour, Perico avait pris un gourdin pour assommer Geoffroy. En fait, Perico était venu du village pour tuer Geoffroy. Sauf que la chance que Geoffroy avait eue, c'est qu'il avait déménagé entre-temps. Et donc, quand il est venu finalement rendre visite à celui qui a quitté au village, c'est son frère, il ne peut pas faire autrement. Et c'est là le frère maintenant voulait l'assommer. Et la chance qu'il a eue aussi, c'est qu'il y avait le visiteur là, qui avait les 4 yeux, qui lui a dit, mais il dit, Perico, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et Perico a dit, ah, moi je suis venu en mission, donc je dois l'assommer. Il a dit, mais ah, comment vous vous arrangez? Vous êtes tous au village. Il y a un qui vient à Abidjan, Dieu lui fait grâce, il commence à travailler, et toi tu es au village pour venir le tuer. Geoffroy était là, et puis les 2 années de visiter sont pris comme ça. Hein. Il a dit, mais c'est pas de ma faute et tout et tout. Et puis bon, finalement, Perico n'a pas pu taper Geoffroy, et puis il est rentré chez lui. Perico aussi, finalement, comme il n'a pas pu remplir sa mission, il ne pouvait plus retourner au village. Donc, il est resté à Abidjan, en train de faire les petits boulots, jusqu'à ce qu'il tombe malade. Il est tombé malade gravement. Et il a envoyé la commission à Geoffroy pour dire que Perico est malade. Donc, les gens lui disent, ah, Geoffroy, la maladie, il t'a raté, là, s'il s'en va là-bas, il va te terminer. Hein. Donc, Geoffroy a pris tout son temps, mais à un moment donné, il ne pouvait plus tenir. Il a dit, bon, c'est quand même mon frère. C'est vrai qu'il est venu du village, il voulait me faire du mal, mais rien ne prouve il va encore tenter. Donc, Geoffroy prend sur lui d'aller voir Perico à l'école, à l'hôpital plutôt. Quand Geoffroy va voir Perico se rétablit, Geoffroy tombe malade, et là où je vous parle, Geoffroy, il est mort et enterré. C'est-à-dire 2 semaines après, il est mort et enterré. Donc, pour dire quoi? Quand un sorcier, il est en mission, il doit faire des mains et pieds pour atteindre l'objectif pour lequel il a été en mission. La seule chose qui peut le doter de cette mission-là, c'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu va le frapper. C'est comme j'ai fait un poste, comme je t'ai dit que je m'intéresse un peu à la chose de la sorcellerie et tout. J'ai eu à faire un poste où j'ai écouté un témoignage dans lequel une petite qui était vraiment sorcière pendant des années a dit que le sorcier, là, en général, il ne tombe pratiquement jamais malade. Le sorcier tombe malade dans 2 cas. Dans le premier cas, c'est quand Dieu le frappe. Dans le deuxième cas, c'est quand il est venu en mission et qu'il n'a pas pu faire la mission et qu'il est dans son camp là-bas, on le chicote. C'est dans les 2 cas-là que le sorcier tombe malade et tu peux risquer la mort. Mais si ce n'est pas dans les 2 cas, quelque soit, c'est que le sorcier va te dire que tu es
Un parent va dire, par exemple, un parent qui est sorcier va dire à son enfant, je suis malade, mais en fait, il n'est pas malade. C'est juste que pour que l'enfant dépense sur lui à fond perdu. Mais sinon, voici les 2 cas réellement dans lesquels le sorcier tombe malade. Et comme dans le deuxième cas, celui qu'on n'a pas pu, comment on appelle ça, assouvir la mission pour laquelle il a été mandaté, il ne pouvait pas retourner au village. Mais les sorciers sont venus, ses amis sont venus le trouver à Abidjan pour le tabasser. Et Geoffroy, il avait tellement bon cœur qu'il s'est dit, bon, si mon frère n'a pas tué, c'est qu'il ne voulait pas me tuer. Si aujourd'hui il est malade, je ne peux pas dire que je ne vais pas aller le voir. Donc, il allait voir Perico. Et finalement, Perico aussi a finalement, comment on appelle ça, achevé sa mission en tuant Geoffrey. Voilà, c'était mon histoire. J'en parle même, j'ai mal au cœur parce que Geoffrey, il était vraiment gentil. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, pour les 2 histoires. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Vous m'entendez? Oui, très bien, et toi? Ok, ça va. La famille DMG, je vous salue. DMG, mon histoire, je vais raconter ce soir-là. C'est l'histoire d'un jeune. En fait, c'est 2 histoires, mais je vais choisir un. Si tu veux que je raconte les 2 aussi, il n'y a pas de souci. Donc, la sœur, si son mari, c'était sa première grossesse, et puis le monsieur a demandé à ce qu'elle rentre un peu au village, c'était chez sa maman. Et elle, c'était sa première fois d'aller au village. Donc, elle dit, ah, moi, je vais partir toute seule comme ça, là, j'ai un peu peur, puisque je ne connais pas bien la famille. Bon, je lui ai dit, ok, bon, je vais t'accompagner. Et c'est comme ça. Bon, je l'ai accompagnée, arrivée dans sa belle famille. En tout cas, le village était tellement chic. Oh, DMG, l'ambiance même du village, c'était trop fort. Et ils avaient une cérémonie là-bas. Bon, chaque soir, il y avait une danse que les gars pratiquaient, c'est-à-dire au clair de lune. Et quand la fête, c'est quand la lune sort qu'ils font la fête là. Et à partir de 19h, il y a un jeune électricien qui partait vers le poteau là. Il a une manière de débrancher des bouchons là. Et puis voilà, il n'y a plus de courant dans le village et c'est la lune maintenant qui éclairait. Et en tout cas, il y avait des tambours, les gens chantaient, ça dansait. En tout cas, c'était trop chic. Et un soir là, il a dit, bon, on va aller assister puisque j'entends les bruits là, je veux qu'on assiste. Elle a dit, d'accord. Donc, il y avait des jeunes aussi qui avaient quitté la ville aussi, qui étaient venus au village. C'était les vacances en fait. Maintenant, il y avait un jeune dans ce village-là qui avait eu son concours. En tout cas, il est sorti un grand type là-bas. On arrive là, pendant la cérémonie, là, tout le monde est en train de danser. Nous sommes nouveaux dans le village. On arrive, on assiste. Et puis tout d'un coup, il y a une maman qui sort. DMG, elle crie, tu es où? Tu es où mon enfant? Tu es où? Ah! Il dit, mais ça c'est quelle histoire ça? La maman l'a crié chez son fils. C'est pas un enfant, un jeune de 30 à 35 ans. Elle crie sur son fils. On dit, ah. Donc ses amis lui ont dit, yeah, Joe, ta maman t'appelle là-bas, hein? Qu'est-ce qui se passe? On arrive là, la maman elle est en culotte, il n'y a pas de pagne sur elle. Il dit, mais maman, qu'est-ce que tu as? Elle dit, allons à la maison. Le jeune dit, d'accord. Ils arrivent à la maison. Ah. Donc les gens parlaient de ça dans le village, mais qu'est-ce qui se passe? La maman, son fils est arrivé, et puis voilà, elle se met nue devant les gens, qu'est-ce qui se passe? On ne comprenait rien. DMG, il y avait un gros problème qui se passait. Et au bout d'une semaine, on voit, comment on appelle ça, mais le jeune encore, il y avait, c'est chaque semaine qu'il faisait, comment on appelle, la danse là. L'autre semaine encore, le jeune en train de danser avec une jeune fille, nous on allait assister encore, on voit la vieille qui crie. Cette fois-ci là même là, ses cheveux là, elle a défait tout, pagno, il n'y a rien sur elle. Elle était seulement en caleçon. Les slips des mamans là, imagine, en public comme ça, une maman qui court. On dit, mais attends, la maman elle a quel problème? Depuis que son fils est venu au village, elle a quel problème? On ne comprend pas. Ah! Moi je suis curieuse, hein, DMG. Je cours, je pars. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, ah, je viens d'arriver, je sais même pas ce que ma maman a. Il dit, mais et toi, à ton niveau, ça va bien? Il dit, oui, que j'ai eu mon concours et tout ça. Donc, je suis venue au village pour qu'on célèbre un peu. Mais depuis que je suis arrivée à ma maman, je la comprends pas. Ah, d'accord. Déjà, la 3e semaine, là, le village est mélangé. Le jeûne, hey, 16 heures, non, 15 heures. Là-bas, à 15 heures, le soleil est là, c'est à l'ouest du pays. Comment on appelle ça, mais je ne vais pas préciser le nom de la ville, parce que les gens vont reconnaître. Donc, le jeune était là, il dit, ah, que vraiment, ça ne va pas. À partir de 15 heures DMG. Une minute, pardon, une minute. On vient d'arriver à 1 million de likes, voilà. Waouh, bravo. C'est super. Merci pour la force, c'est énorme ce que vous faites. Hein? Merci oui, c'est énorme, vraiment. Ah, merci la famille. Voilà, tapoter. Prenez un verre d'eau à mon nom, hein, à mon honneur. Prenez un verre d'eau. Moi ici. Hein. Voilà. Bravo. Ok, on peut continuer. Donc, DMG, je disais, et le jeune, sa maman est sorcière. Tu comprends? Et sa maman, normalement, dans le monde spirituel, il faisait tour à tour de donner quelqu'un. Et depuis que la maman, elle est dans le camp, elle dit qu'elle ne mange pas, elle ne fait qu'assister. Et parfois, quand elle arrive sur les lieux, c'est-à-dire que le butin est déjà partagé, elle parfois ne trouvait rien. Et son fils, maintenant qui a eu le concours, il arrive au village. Et une de ses copines lui dit, ben, toi, tu as un bon produit là-bas, et puis tu ne partages pas. Voilà ton fils qui est arrivé, qu'est-ce que tu en dis? Il faut que tu nous donnes quelque chose. Pourtant, elle, son mari est décédé. Et c'est lui seul qui pouvait relever l'honneur de la famille. Et la vieille n'était pas pour que son fils puisse, comment on appelle ça même, pour qu'on puisse prendre son fils. Parce que ce dernier en question, quand il a eu le concours, ça a marché. Il n'a pas dit à sa maman qu'il venait. Il est venu faire surprise à sa mère comme ça. Tu vois, et le sorcier, comme lui aussi, il voit tout. Les gars savaient qu'il y avait une bonne nouvelle en l'air. Et ils ont dit à la maman que la maman devait faire la livraison. Tu comprends? Et la maman a dit, mais comment ça? Et ils ont tenu une réunion. La réunion qu'ils ont tenue, elle ne pouvait pas dire non. Elle a dit, ok, voilà, comme vous dites qu'on doit le prendre là, comment on va faire? Bon, ils vont commencer par une maladie. Mais la maladie là, il faut que ça soit c'est-à-dire qu'il faut que quelque chose se passe. Et la première réunion qu'ils ont tenue, c'était de se transformer en cafard et entrer dans la chambre du jeune. Ils ont fait la première réunion. Quand elle est arrivée, elle a dit à son fils, aujourd'hui, là, tes chaussures, là, ne porte pas telle chaussure, ne porte pas ça. Et le fils a respecté. Maintenant, la deuxième réunion qu'ils ont tenue, ils ont dit que s'il sort au clair de lune, c'est là qu'il devait l'ensommer. C'est ce jour-là, la maman pensait que son fils était dans la maison. Déjà, le fils allait au clair de lune. Donc, elle s'est mise nue pour attirer son attention pour que l'enfant vienne à la maison. La troisième réunion, elle assistait encore, c'était pareil. Donc, la quatrième réunion qu'ils ont fait, elle arrive sur les lieux, ils ont fini de faire la réunion. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a une de ses copines qui lui a fait point. Le jour qu'ils sont rentrés, elle a dit à son fils que s'il te plaît, si tu rentres dans ta chambre aujourd'hui, là, pardon, avant de dormir, ne porte pas d'habit. Reste nu. De la manière qu'un enfant sort du ventre de sa maman, là, sans habit, là, il faut rester comme ça, tu vas dormir. Son fils dit, ah maman, ça c'est quelle histoire ça? Elle dit, je t'en prie mon fils, tu n'as pas 4 yeux, tu ne vois pas, tu viens d'arriver. Si tu m'avais dit que tu allais venir ici, là, j'allais te dire de ne pas venir. Parce qu'au clair de lune, comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le village. Donc, s'il te plaît, ne porte rien. Cette nuit-là, tu dors comme ça. Le jeune, il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a écouté sa maman, il a fait. Et après, ils ont fait une réunion, on dit, mais le jeune, là, on ne comprend pas. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on a l'impression que ça échoue à chaque fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une dans le camp qui a dit, mais la mère même, là, est-ce que dans son cœur, elle veut donner la chose? Parce que si elle veut donner, il y a longtemps qu'on a pris. Et jusqu'à présent, là, on ne fait qu'échouer, c'est pas normal. Cette fois-ci, la réunion qu'on va tenir, là, faudrait pas qu'elle soit là. Si elle est là, on ne fait pas la réunion. Donc, elle arrive, leur lieu de rendez-vous, elle arrive sur le lieu, la réunion est déjà terminée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre, elle dit à son fils, je t'en prie mon fils, ce qui se passe là, si je te dis pas, tu vas pas comprendre. En fait, ton papa est déjà décédé. Tu es mon seul garçon qui va faire que demain là, moi aussi je vais manger des fruits des mains d'un enfant. Donc, je t'en supplie, je veux pas que tu meurs. Moi, je vais te dire la vérité, je suis sorcière. Normalement là, on doit te livrer. Mais mon fils, je ne veux pas que tu meurs. Donc, je t'en supplie.
Il y a un monsieur qui attrape les sorciers là. Lui, il est fort même. Donc, je veux que tu ailles le chercher. Parce que si moi, je dis ça, les gens ne vont pas croire. Puisque c'est un grand, en tout cas, c'est un clan même. Il y a beaucoup de personnes dedans et ça va nous porter préjudice. Je ne veux pas que tu meurs. Donc, voilà les consignes que je vais te donner. DMG, le fils, il a suivi les consignes de sa mère. Il n'a pas dormi dans le village. Il est parti là où sa mère a dit de partir. Il est parti là-bas. DMG, à partir de 15 heures, je t'assure. Le jeune devait venir. On est assis là, en bas des arbres là. Les gens voient les vins des palmes, les bangis. Nous, on appelle ça les bangis pour Tu as encore mis siroter. la main sur le micro. D'accord, pour siroter un peu. Vous m'entendez maintenant? Voilà, ok. Donc, tout d'un coup, j'ai dit, le ciel est devenu noir. Le ciel est devenu noir. 15 minutes après, ça devient rouge. J'ai dit rouge comme le sang, le ciel. Je ne comprends pas. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est comme la couleur de l'arc-en-ciel. Un coup, on attend un oiseau, DMG. L'oiseau là, c'est comme dans les films, je ne sais pas comment je vais expliquer. Je vous dis, je parle de ça, mais j'ai la chair de poule encore. C'est une histoire réelle. Parce que tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui dit, je vais raconter une histoire, mais ce que je suis en train de raconter là, c'est les histoires qu'on vous raconte ici là, c'est des faits réels. C'est la réalité, c'est pas des choses qu'on a inventées. Voilà, il faudrait que tout le monde sache ça. Tout d'un coup, voilà le ciel qui devient, voilà les couleurs qui changent. Et voilà un oiseau, il dit, l'oiseau, je ne sais pas comment je vais l'appeler, qui couvrait tout le village. Il dit quand il a traversé le village comme ça là, hey, même mouche, on n'entendait même pas le mouche voler. Tout était devenu calme. Ah, donc les mamans là, chacun prend son enfant, il rentre dans sa maison. Ma camarade là, elle, sa grossesse à chaque 20 minutes, chaque 15 minutes, ça bouge. Il dit, rien ne bouge. Elle dit, ma soeur, il a pissé sur moi. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur. On n'a qu'à rester tranquille, on ne sait pas ce qui se passe, mais rentrons dans la maison. Chacun a pris ses clics. Je dis, en moins de 15 minutes, on entend maintenant les bruits on dirait quelqu'un qui marche avec les... Je ne sais pas s'il a des arsenals ou bien quoi sur ses pieds là. T'entends, tchaka, tchaka, boum, tchaka, tchaka, boum. Oui, c'est moi. Je suis arrivé. Pourtant, la voix de la personne qui parle là, il n'est pas encore arrivé dans le village. C'est comme quelqu'un qui a à plus de 5 kilomètres. Mais quand il parle, tu as l'impression qu'il est juste à côté de toi. DMG, non. Je tremblais même au-dedans de moi. Le monsieur là a commencé à parler. Oui, je suis arrivé. Et il disait des paroles même, bon, en langue, il dit, comment on appelle ça même? C'est le lion qui enfante le lion. Un lion, c'est-à-dire un lion qui enfante un lionceau. Un lion ne peut pas enfanter un chat, un lion ne peut pas enfanter comment on appelle, un singe. Donc celui qui croit qu'il est fort là, il y a un qui est au-dessus de lui. Et je suis arrivé. C'est ce que le monsieur disait en langue. Je ne vais pas le dire ici. Donc voilà le monsieur qui entre dans le village. DMG, quand il est arrivé, il a dit, vous pensez que c'est tout on doit manger. C'est pas tout on mange avec de l'huile. La banane que vous avez préparée là, c'est pas ici que vous allez manger ça. Vous avez menti. Je suis arrivé. Pourtant, ce type-là, les gens ont peur de lui. Il dénonce même des sorciers. Quel que soit ton rang, il te prend, il te livre en spectacle. Donc, le monsieur est arrivé. Il s'est mis au milieu du village. Et il a dit le nom de la maman du jeune. Il a dit, viens ici. Je t'ai attrapé aujourd'hui. Sorcière que tu sois, tu crois que c'est tout on doit manger? Et il a fait venir la vieille au milieu du village. Il l'a fait asseoir. Il dit à la vieille que ceux qui sont dans votre association, tu vas les dénoncer. Qu'est-ce qui se passe? La vieille a dit que je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, ok, comme tu ne sais pas de quoi je parle là, vous allez comprendre aujourd'hui. DMG, tout d'un coup, voilà un vieux d'une autre tribu, de l'autre côté du village là-bas, qui crie, mes yeux vont se casser, au secours, mes yeux, le monsieur la rampe jusqu'au milieu du village. Il arrive aussi, il s'assoit. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont commencé. Le monsieur a une poudre dans sa main, il a soufflé ça. Il a dit, quand il souffle comme ça la poudre là, DMG, tout le village est sorti. Tu as encore mis le micro.
Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, c'est bon là. D'accord, ok. Donc tout le village était impliqué. Même vers la fin, même le chef du village même était dedans. Ils ont commencé à dénoncer. La vieille a commencé à dire oui, effectivement, je voulais le livrer parce que si elle a dit, elle n'est pas d'accord, ce qu'ils vont lui faire là, c'est pas bon. Elle dit oui. Donc, ceux qui étaient venus en deuxième position, troisième position, ils ont commencé à se dévoiler entre eux. DMG, j'ai dit, les cadres de ce village, c'est-à-dire des personnes même en tout cas, qui avaient un bon rang dans la société, qui sont décédés, et d'autres même qui ont perdu même leur sexe, d'autres qui ont perdu leur fécondité, tout ça là, elles ont commencé à dévoiler. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Mais l'affaire là, vraiment, ça arrivait à la justice parce que même le chef du village même était impliqué. Quand ils ont fini de faire leur scénario là, le lendemain, nous on a pris nos cas, mon cher. Chacun est rentré à la capitale. Et puis voilà, l'histoire est comment on appelle ça même, est restée comme ça. C'est pour dire que vraiment, faites très attention à la jeunesse. Une mère qui t'aime, elle va te dire la vérité sur comment on appelle ça même, sur son côté spirituel. Mais si elle veut te livrer, elle va te manger sans le dire. Pour dire à tout le monde de prier surtout. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Faut te dire aussi, même si on te dit que ta maman est dedans là, c'est la prière seule qui peut te sauver. Et si ta maman est dans la sorcellerie, qu'elle veut pas te tuer, elle peut aussi te sauver. Voilà. Donc faites attention, prions surtout. Le dehors est mauvais, même dedans aussi est plus dangereux que dehors. C'est ce que je voulais expliquer. Déjà, ma deuxième histoire, je peux continuer. Non, on va prendre une autre personne d'abord. D'accord, donc je suis à l'écoute. La famille, je suis là. Bisous à tout le monde. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Bonsoir la Gabonaise. Bonsoir DMG. Bonsoir à la famille DMG. Et je vais raconter l'histoire d'un coiffeur qui prenait la chance de ses clients. Alors, l'histoire se passe au Gabon, dans un quartier que je vais taire le nom. Ce jour-là, j'étais avec une amie et mon amie là avait un enfant albinos. C'est comme ça que nous nous sommes rendus chez le coiffeur pour pouvoir coiffer son fils. Et il y avait, arrivé au salon là-bas, il y avait 2 clients avant nous. On était là, on a attendu. Après, c'était maintenant le tour de notre fils là. Quand on est arrivé, on a remarqué d'abord que le salon était sale, il y avait plein de cheveux au sol. Donc, il poussait seulement les cheveux à côté pour pouvoir ramasser après. Donc, après, c'était le tour de notre bébé là. On l'a fait asseoir, il avait à peine 2 ans. Il a commencé à le raser, le coiffer et tout. Quand il a fini, ma copine s'est levée. Elle a commencé à ramasser les cheveux de son fils. Le coiffeur se lève là-bas. Il est fâché. Madame, laissez les cheveux là. Madame, je vous dis de laisser les cheveux. Il dit, oh, c'est comment? Je ramasse les cheveux de mon fils. Je peux laisser les cheveux de mon fils ici. Mais pourquoi? Pourquoi vous ramassez les cheveux? C'est pas la bagarre. C'est que la dame ramasse, ma copine ramassait les cheveux. Et moi, j'ai ramassé de l'autre côté aussi. Et non, le gars s'est mis dans une colère qui n'a pas de nom. Il a commencé à nous taper dessus. Jusqu'à ce qu'on n'a même pas pu, on ne l'a même pas payé. Et nous sommes sortis de là-bas en catastrophe, en ramassant les cheveux de notre fils. C'est à partir de là que les rumeurs ont commencé à courir, que le gars fait des pratiques avec les cheveux de ses clients. Donc, ça a attiré mon attention et je me suis souvenu de ça tout à l'heure. Donc, c'était pour attirer l'attention des uns et des autres. Lorsque vous vous rendez dans un salon, si vous pouvez ramasser vos cheveux ou à défaut, vous demandez à ce que le coiffeur balaye d'abord
les cheveux qui sont là. Nous, la chance qu'on avait, c'est parce que l'enfant était albinos, donc facilement on pouvait faire la différence des cheveux. Voilà, c'est Ou à ça. défaut, faites venir le coiffeur chez vous. C'est vrai, ça coûte plus cher, mais c'est plus sûr. Il vient chez vous, Oui, vous observez comment il coiffe. Il nettement mieux. finit, il Voilà. prend seulement sa tondeuse, il part comme il est venu. Et on part. Bien, vous Voilà. prenez votre tondeuse vous-même, il vient, il coiffe seulement, il finit, il quitte. Parce Voilà, que vraiment. le dehors est vraiment grave. Voilà, c'est Merci, ça ma merci part. beaucoup pour l'histoire. Et nous, comme ça, on se coiffe une fois en un an. Donc, c'est beaucoup plus pour vous. Hein? Ok. Non, nous, on a déjà les perruques, hein, donc c'est fini la fait d'aller se coiffer là. On a déjà les perruques, c'est bon. Voilà. Ok, merci. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tonton. Bonsoir à toute la communauté. Voilà, donc je vais m'engager tout de suite dans mon histoire. Alors j'en ai deux, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter les deux. On va prendre la première d'abord. D'accord, la première, donc c'est du vécu, c'est une amitié qui s'est brisée tout bêtement. Bon, moi j'avoue qu'à l'époque, je fréquentais déjà tout ce qui est marabout et homme mystique et tout ça pour mes affaires personnelles. Et donc j'ai plutôt, puisqu'il est encore en vie, j'ai un ami qui était à l'époque très amoureux d'une fille et la fille ne voulait pas de lui. Donc il vient m'en parler et il me dit voilà, il y a telle fille qui je veux vraiment d'elle mais elle ne veut pas et tout ça, je sais pas quoi faire et tout ça. Donc moi je lui dis mais mon gars, moi je connais un moyen pour que la fille soit dans tes bras et ce sera très rapide si tu veux. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc c'était un ami de longue date mais il ne connaissait pas ce côté-là de moi. Donc je l'emmène chez un de mes gars. Alors ça c'était à l'époque, hein, je tiens à préciser que je ne le fais plus aujourd'hui. Je l'emmène chez on va l'appeler un de mes marabouts. Et on entre dans la pièce et on lui explique, enfin moi j'explique le problème au marabout. Mais je vois que l'ami est choqué, il est très mal à l'aise. Je sens qu'il n'a jamais été dans ce genre d'endroit-là. Et il me dit mais c'est pas possible, quand on te voit on peut pas imaginer que tu fréquentes ce genre de lieu et tout ça. Je lui dis mon gars, chacun a ses secrets. Moi je t'ai emmené ici pour un but, donc faisons ton travail et voilà. Donc le marabout commence son travail. Ça s'est fait en une nuit, c'était pas très long. Il commence son travail, il mélange les ingrédients et il prend une petite bouteille de parfum qu'il ouvre et il sort une pipe. Donc il nous demande, enfin lui il commence à fumer la pipe. Chez lui c'était un petit quoi, une chambrette même, très petite. Donc il demande à mon ami de fumer la pipe et toute la pièce est emplie de fumée. Il prend la bouteille dans ses mains, la bouteille de parfum, et il commence à réciter une incantation dans une langue que moi je ne comprenais pas. Et on voit dans la pièce, la fumée forme une sorte de tourbillon et la fumée entre dans la bouteille de parfum. Et là, mon ami est en panique. Panique totale. C'est à la limite, si je ne l'avais pas retenu, je crois qu'il serait sorti en courant. Donc j'ai essayé de le calmer. Je lui ai dit, mon gars, calme-toi, ce sont des choses, bref. Et donc quand il termine le rituel, il tend la bouteille à mon ami. Il dit, bon voilà ta bouteille et tout ça. Une fois que tu iras voir la fille, tu t'asperges juste 2-3 gouttes, pas beaucoup, et tu verras le résultat. Et mon ami refuse de prendre la bouteille. Il me dit, je ne suis pas capable de la prendre, je vais la prendre plus tard. Je dis, mais mon gars, tu as déjà payé, le travail a été fait. On t'a donné la solution. Il me dit, non, mais vraiment, je ne peux pas supporter ce genre de choses et tout ça. Prends la bouteille, tu me la donneras plus tard. Je dis, d'accord. Donc, je prends la bouteille et je la mets dans ma poche. Et on sort de là. Il est assez tard. Et il me dit, ça m'a trop fait peur ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment toi, tu arrives à fréquenter ce genre d'endroit. Donc, j'essaie de le rassurer et tout ça. Bon, parce que moi, quand j'y allais, c'était jamais pour faire du mal aux gens. C'était pour mes propres histoires à moi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, l'ami me dit, mais tiens, c'est vrai qu'il est tard, mais si on allait voir la fille pour voir si le truc marche vraiment. Donc, je lui dis, ok, d'accord, pourquoi pas. Donc, on y va. On arrive chez la fille, justement, elle était là et elle était avec sa sœur et tout ça. Alors, je n'avais pourtant pas appliqué ce parfum-là. Mais quand on est arrivé chez la fille que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, elle était avec sa sœur. Et la fille n'avait aucun regard pour mon ami. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'existait pas.
Elle est venue, elle a commencé à m'enlacer, à me caresser. C'était très bizarre. Moi-même, j'étais choqué. Sa sœur venait, fait la même chose. Oui, reste ici, passe la nuit avec nous et tout ça. Ça devenait tellement bizarre que j'étais obligé, moi, de prendre la fuite. Parce que je lui ai dit, bon, écoute, nous, on va partir d'ici. Je vais te rendre ta bouteille parce qu'apparemment, le travail que le type a fait, il faut que ce soit toi qui aies la bouteille, puisque c'est moi qui l'ai. Je pense que ça crée un problème. Quand on sort de chez la fille, mon ami est fâché. Il dit, oui, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai ceci. Comment tu peux me faire ça? Je lui dis, mais mon gars, attends. On t'a remis la bouteille. Tu n'as pas voulu la prendre. C'est moi qui l'ai. Ok, si tu veux ta bouteille, tu la prends. Il me dit non, 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 de toutes les façons, j'ai pas envie de dormir avec ça. Demain, tu vas me la donner. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc en rentrant à la maison, je me dis, bon, mais pourquoi pas, je vais essayer d'appliquer un peu de ce parfum-là sur moi. Alors c'était une erreur de ma part, je pense. Alors j'ai appliqué quelques gouttes et ça sentait très bon, ça sentait la vanille. J'arrive à la maison, à l'époque j'habitais encore en famille, donc il y avait mes tantes qui étaient là, ma grand-mère, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, je ne sais même plus pourquoi ce soir-là. Mais dès que j'ai franchi la porte de chez moi, toutes les femmes se sont ruées vers moi. Oui mon petit, viens t'asseoir ici, on va te faire les ongles, on va te faire les cheveux. Elles ont commencé à me caresser et moi j'ai flippé. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise-là? Voilà cette bouteille qui commence à attirer même des femmes de ma famille. Donc je vais m'en débarrasser. Je prétexte quelque chose, je prends la bouteille et je vais la jeter dans les toilettes. Donc le lendemain, mon ami vient, il réclame sa bouteille. Je lui dis mais ta bouteille, je ne l'ai pas. Je l'ai jetée parce qu'il s'est passé ceci et cela. Donc il était très énervé et il me demande un remboursement. Je lui dis il n'y a pas de problème, le travail n'avait pas coûté cher. Je crois que le marabout avait demandé peut-être quelque chose comme 10 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Donc je rembourse. Et il me dit, bah écoute, de toutes les façons, on a repris rendez-vous avec les filles pour aujourd'hui. Moi, je vais retenter ma chance sans la bouteille. Je ne pense même pas que ce soit cette bouteille-là qui ait fait que toi aussi, qu'elle se soit intéressée à toi. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Et on repart voir les filles ensemble. On repart, bien que je m'étais débarrassé de la bouteille, quand on arrive chez les filles, ça crée le même effet. Et pour vous donner plus de détails, c'est-à-dire que ce parfum-là était tellement fort qu'il restait sur la peau pendant des jours et des jours, même après avoir pris un bain ou tout ça, l'odeur était toujours là. Donc ça a duré peut-être 3 ou 4 jours et partout où je passais, les filles n'arrêtaient pas de me suivre, c'était insupportable. C'est vrai que au début c'est très agréable, ça fait plaisir et tout ça, mais quand on commence à vous suivre en meute comme ça commence à vous déranger. Et donc, depuis ce jour-là, bon, enfin, il s'est vraiment mis en colère contre moi. Il ne m'a pas adressé la parole pendant près de 6 mois. Et voilà. Mais un jour, il revient, il me dit, après qu'on se soit réconcilié, il me dit, non, mais ton truc, il est vraiment efficace et tout. J'ai bien réfléchi. Je voudrais refaire la même chose. Et ce jour-là, je lui ai dit, non, c'est pas possible. De toutes les façons... le type était décédé par la suite et depuis, bon, on n'a plus jamais été vraiment amis, mais voilà, ça c'était pour la première petite histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci à vous. Bonsoir l'homme de l'ombre. Bonsoir DMG, comment tu vas? Salut quoi tonton? Ça va, chez toi? Très bien, merci. Et le Cameroun, ça se porte bien dans ta main, j'espère. Non, oui, c'est là tout le monde. On va faire des trucs que mes frères du Nord font. C'est là quand ils te disent bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Et ta femme, ça va bien. Et les chaises, et les animaux, et les lions. Ok. Moi, je voulais même te demander tes cheveux si elles vont bien. Bon, ce soir, je vais te raconter l'histoire du vendeur de cercueils qui allait faire des trucs de chance pour vendre son cercueil. Je savais que tu allais faire cette tête-là. Bon, comme vous savez, dans tout commerce, il faut parfois essayer d'attirer la clientèle. Il faut essayer parfois de créer la concurrence et voilà quoi.
d'avoir quand même de quoi vendre. Donc, il y a un monsieur qui est allé voir un tradipraticien pour lui faire exactement un parfum de chance, comme le gars venait de le raconter. Et ce parfum, il était censé l'asperger chaque matin quand il ouvre sa boutique sur le cercueil et devant la boutique. D'accord. Il vendait. Il a tellement vendu de cercueil qu'il a assez tout. Il a trouvé assez d'argent pour construire même une maison, une villa de R+3. Donc voilà quoi, ça partait. Et un jour, subitement, sa femme a accouché d'une fille. Et la fille est née avec des boutons sur le corps. Je ne sais pas si chez vous au Cameroun, vous avez certaines calebasses qui ont des petits boutons sur le corps. Chez nous, c'est des calebasses sacrées. Et c'est ça qu'on peut envoyer des maladies comme les bouboules sur le corps, quoi. L'enfant était venu au monde avec ses chansons de boutons, des taches noires de partout. D'accord. Il avait paniqué. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi dire. Donc, du coup, il a son cousin qui lui a dit, mais écoute, nous sommes en Afrique, hein, nous sommes au Bénin. Si tu as un enfant qui naît comme ça, le mieux c'est de chercher pourquoi. Parce que moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de naturel. C'est comme ça qu'il a dit, il a donné l'argent au gars, il dit, ok, va vérifier et tu me dis ce qui se trouve. Entre-temps, le parfum qu'on lui a fait, le parfum était fabriqué à base de, tu sais, et dans les morgues, il y a certaines personnes qui ont quand même le cœur de soutirer l'eau des cadavres. Donc, c'est avec l'eau qu'on a soutiré dans le cadavre qu'on lui faisait le parfum. Et lui ne savait pas. Donc, normalement, c'est pas un truc qui est censé être mangé, c'est pas un truc qui se consomme, et c'est pas un truc qui doit normalement mettre sur le corps. Tu vois? Donc, quand sa femme est tombée enceinte, la femme venait souvent dans la boutique et elle, et voilà quoi, elle prend une latte, elle se couche par terre dans la boutique. Elle est relaxe quoi, elle est habituée avec le cercueil. Donc du coup, elle avait attrapé ce truc-là. Et quand son cousin allait faire la consultation, il est revenu pour lui dire que j'ai fait la consultation, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu as fait quelque chose de mystique et que tu as offrant les lois, les règles de ce truc-là. Et ça va te coûter beaucoup cher. Et il lui a dit, la mauvaise nouvelle que je peux t'annoncer, c'est que cet enfant ne va pas survivre. Donc, il s'est précipité avec le cousin, ils sont retournés chez le consultant qui a fait la consultation, et ils ont commencé par prier ensemble. Et à sa grande surprise, la règle qu'il avait offensée, c'est qu'il avait couché avec sa femme dans cette boutique-là, et c'est cette grossesse-là. Tu t'imagines un peu, quelque part où on vend des cercueils, et il y en a qui ont le cœur de l'amour, hein, au calme, comme si c'était dans un hôtel à 5 étoiles. Donc, il a demandé au monsieur quelle était la possibilité de sauver quand même la vie de l'enfant, parce que lui, il voulait cet enfant à tout prix. Et le monsieur lui dit, moi, je ne peux rien pour toi. Il va falloir que tu retournes voir celui qui t'avait fait le médicament. Et il dit au monsieur qu'il allait faire le médicament au Nigeria. Donc après, ils ont quand même fait les démarches, ils ont quitté l'hôpital, l'enfant allait un peu bien, donc il a profité et il s'est rendu au Nigeria. Et une fois là-bas, il explique le problème à celui qui lui avait fait le médicament, le parfum. Et celui-ci lui dit, si tu as un enfant qui est né avec ces trucs sur le corps, c'est que les esprits qui te convoient la clientèle vers toi sont fâchés. Et si on doit sauver l'enfant, qu'il y a quelque chose, tu dois offrir 3 cercueils à 3 membres de ta famille. Donc DMG, tu t'imagines, tu as un oncle qui vend un cercueil, et un jour, il décide de t'offrir un cercueil, quoi. C'est ça le problème. Donc, il demande au marabout, mais il faut qu'il meure. Il lui dit non. Les gens qui sont vivants, tu les offres des cercueils en guise de cadeau. Mais qu'est-ce qui est normal d'offrir un cercueil à quelqu'un qui est vivant? C'est pas comme si la personne est malade, hein. Tu prends un cercueil, tu vas lui offrir. Et c'était la seule condition qu'il devait accomplir pour que son enfant survive. Maintenant, restait à savoir comment il allait offrir le cercueil. Donc, il est retourné avec son cousin. Ils ont commencé par réfléchir, et tout.
Et comme tu sais, lui, il est à Cotonou. Donc, il a de ses vieux oncles au village, à côté, par exemple, le père de son cousin avec qui il faisait la navette. Donc, il demande à son cousin, pourquoi on n'offre pas le premier cercueil à ton père? Puisque ton père est déjà vieux. Il est déjà il a déjà entre 90 et 92. Donc, on peut bien lui offrir un cercueil. Et l'autre dit jamais, je n'offre pas un cercueil à mon père. Donc, entre eux, c'est devenu une dispute. Et comme l'autre, il ne voulait pas, le lendemain, il a pris la route, il s'est rendu au village et il allait raconter à son père qu'il se pourrait que telle personne offre des cercueils aux gens dans le village et qu'il ne faudrait pas qu'on le lui permette. L'erreur qu'il avait fait, c'est qu'il ne devait pas dire. Le force d'avoir été dit au village que son cousin devait amener les cercueils, a fait qu'à son retour, il est décédé du village. À son retour du village, il a fait un accident, donc il est décédé sur le champ. Et immédiatement, quand des inconnus, parce qu'ils avaient appelé la voirie pour venir chercher le corps, mais la voirie n'était pas venue encore. Il y a des personnes au milieu, vu qu'on ne savait pas vraiment c'était qui, d'où ils venaient et tout. Bon, chez nous, quand tu meurs comme ça accidentellement, on essaye quand même d'enterrer d'abord le corps et après on fait ce qu'il faut. Il s'est retrouvé sur un camion. Hein. C'est pas que le camion qui est venu le cogner, hein, mais c'est lui plutôt qui allait cogner le camion. Tu t'imagines quelqu'un qui a une moto et qui va cogner un camion. Donc, ils ont essayé d'abord de rapatrier le corps sur Cotonou et ils ont cherché la famille, ils n'ont pas trouvé. Et celui qui a quand même pris le devant a dit, ok, si c'est ça, on paye un cercueil et on met le corps dedans et on va quand même déjà aller à la morgue pour voir comment on peut faire, parce qu'on ne peut pas continuer à trimballer un corps qui est complètement fragilisé comme ça dans la voiture. Et demande où est-ce qu'ils sont venus payer le cercueil. C'est son autre cousin. Et donc, le cercueil, c'est celui qui est en train de payer le cercueil qui lui dit, ah, on a ramassé un corps sans vie qui a été avec un camion. Le chauffeur avec qui il a fait le choc, le chauffeur a fui parce que le chauffeur ne savait même pas que quelqu'un rentrait derrière, pas derrière avec moto. Donc le chauffeur est parti. Et comme on ne connaît pas à qui appartient, de quelle famille il est, on va prendre un cercueil, on met le corps dedans et après on envoie à la morgue. Et la morgue va essayer de chercher les familles, les proches et ils vont les contacter. Et lui, par curiosité, il dit, mais c'est qui cette personne? Et le gars il lui montre une photo du visage de la personne et il met la main sur la tête. L'erreur fatale qu'il ne devait pas commettre aussi. En fait, il ne devait pas surtout être étonné du décès de son cousin. Puisque lui, il était allé détruire le plan. Donc, il a commencé par, c'est là qu'il dit, mais je le connais, c'est mon cousin, voilà, c'est mon neveu. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il avait à dire et tout. Il a passé les coups de fil et tout. Ceux qui devaient descendre du village sont descendus, ils ont dit, mais pourtant, il venait de quitter le village, C'est là, il dit, mais il est venu chercher quoi au village? C'est là qu'on lui informe qu'il était venu informer son père que lui, il était censé venir offrir 3 cercueils aux gens dans le village parce qu'il avait fait un rituel et que s'il ne remplissait pas cette formalité, qu'il risquait de perdre son nouveau-né. Bienvenue le dégât. Alors que c'était un truc qui était censé rester entre eux deux. Hein. Et voilà maintenant tout un lot de villages qui commencent à être informés de l'histoire. Ok, c'est pas grave. Bon, le pire est là. On laisse d'abord l'histoire de qu'est-ce que tu as fait pour vouloir offrir des cercueils. On cherche déjà à enterrer celui qui est décédé. Donc, le même jour où ils sont en train d'aller au cimetière pour enterrer celui qui est mort accidentellement, lui-même, le vendeur de cercueils, d'accord, a fait un accident dans lequel il a cassé ses 2 pieds. Ses pieds étaient coincés sur les pédales. C'est pas comme s'ils avaient déjà enterré le corps. Hein. Ils allaient au cimetière quand le truc lui est arrivé. Il avait perdu les freins et il est rentré dans un trottoir sur un carrefour. Une partie est partie pour enterrer le corps, une partie s'est occupée de lui à l'hôpital. Bon, ça allait de trop. Et là, maintenant, le père de son cousin qui est décédé, il dit, il faut que tu nous amènes là où tu allais faire ton rituel, pour que, en tant qu'adulte, on essaye de voir quelles sont les modalités dans lesquelles on peut arrêter ce spectacle. Ils sont repartis après bon, pas tout de suite, hein, ils ont attendu un peu qu'il se guérisse, qu'on lui mette des plates, qu'on coupe les jambes. Qu'on lui coupe les jambes qui étaient cassées parce qu'on ne pouvait pas remettre à sa place et tout. Donc quand il allait un peu mieux, ils ont pris la voie de Nigeria.
Et devine la suite, une fois là-bas, on les a informés que l'intéressé en question du dossier était décédé. Et à son retour de là-bas, il avait narré un peu le problème à sa femme. Il a expliqué un peu à sa femme ce qui s'est passé, pourquoi tout ça est arrivé. Et donc, la femme lui a dit, OK, si c'est le cas, on va à l'église, on va prier, on va faire ci, on va faire ça, tu connais. Malgré qu'ils ont commencé l'église, 3 mois jour pour jour, lui-même en question, qui a raté l'accident, est décédé. Les 3 cercueils ont été distribués, mais de manière différente. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez parfois chercher des choses, regardez bien ce que vous cherchez. Moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas faire un porte-bonheur à quelqu'un qui vend des cercueils. C'est impossible. Attends, il vend quoi? Un cercueil. Comment je peux faire un produit de chance à quelqu'un qui vend un cercueil? Ou bien, quelqu'un qui travaille, par exemple, à l'hôpital me dit, fais-moi un savon de chance. Tu veux que je t'envoie quel genre de client? T'es malade? Hein? Donc, parfois, n'allez pas chercher certaines choses qui vont vous dépasser. Restez juste dans le norme de ce que vous pouvez faire. D'abord, au temps de nos ancêtres, on n'exposait pas les cercueils au bord des routes. C'était interdit. Un cercueil était construit que quand quelqu'un était décédé. Aujourd'hui, les cercueils, nous les voyons exposés. Et c'est ça qui crée aussi beaucoup de décès. Vous ne comprenez pas ça. Ça crée beaucoup de morts. Et si je vais vous donner un conseil ce soir, évitez de rencontrer un cercueil ou un corbillard quand vous sortez de chez vous, par exemple. Quand vous allez au boulot, quand vous allez à une manifestation, et que vous rencontrez en premier un corbillard, même si elle est vide, c'est pas du tout un bon signe. Pas du tout, pas du tout. Même que ça soit un cercueil vide, évitez. Ou bien, vous retournez d'un enterrement, vous sortez d'une cimetière et vous rencontrez en même temps un corbillard qui est en train de revenir avec un corps. C'est une façon de vous dire vous allez revenir bientôt. Même si c'est pas vous, vous reviendrez encore dans ce cimetière avec quelqu'un dans pas longtemps. Donc, la plupart du temps, chez nous, quand tu enterres quelqu'un comme ça dans un cimetière, on essaye quand même de voir s'il n'y a pas un autre corbillard qui vient. C'est-à-dire, on évite carrément de rencontrer un cadavre avant de repartir chez soi. Donc, c'était un peu l'histoire que je voulais vous raconter. C'est la femme de ce dernier qui m'a largué l'histoire. Je voulais te la raconter depuis, mais j'étais un peu occupé. Ce soir, j'ai dit, bon, je vais te relater ça. Pour les gens qui cherchent les savons de chance, là, les parfums de chance, là, sachez ce que vous allez prendre. Donc, merci beaucoup. Ceux qui envoient les cadeaux, alors, merci beaucoup pour les cadeaux. C'est vraiment gentil d'encourager le mouvement. On se prend demain 12h sur YouTube. Je vous rappelle que ceux qui ont créé les fausses chaînes là, je n'ai que 2 chaînes YouTube, DMG TV et DMG TV Histoire Mystique Exclusive. Tout le reste, je vais faire supprimer vos pages parce que YouTube a la facilité de supprimer les vidéos. Je peux seulement signaler, ok, c'est ma vidéo, je copie le lien de ta vidéo, je montre à YouTube que c'est ma vidéo, voici c'est ici. Ils vont supprimer. Et quand ils vont supprimer 3 fois, on va t'envoyer ce qu'on appelle le copyright strike 3 fois. On va supprimer ta chaîne. Le pire dans ça, c'est que non seulement on va supprimer la chaîne YouTube que tu as créée, on va supprimer ton email. Tu ne pourras plus avoir un truc. Si par exemple, tu avais gardé tes données sur ton Google Drive avec l'email là, quand je vais faire supprimer ta page YouTube, tu vas perdre tout ça. C'est ça l'inconvénient. C'est pourquoi je fais souvent l'effort de supprimer une seule vidéo ou 2 vidéos pour te faire comprendre que supprimer le reste seul parce que tu vas perdre ton email. Plusieurs ne savent pas que tu peux perdre qu'ils peuvent perdre leur email. Vous allez perdre vos trucs comme ça. Là. C'est pas bon. Je vous laisse encore le temps de supprimer ça vous-même. Quand on dit partager les vidéos, c'est partager le lien. Vous cliquez sur partager, vous envoyez le lien. On ne peut pas que disperser. On a envie de réunir une communauté sur une plateforme. On ne peut pas réunir une communauté sur diverses plateformes. Quand vous partagez les liens. Pas de déjà les vidéos, aller créer d'autres chaînes DMG TV. Non. Alors c'est le vol. C'est un peu comme si nous on travaille et vous partez là-bas faire pour vous. Après ça, vous allez commencer à demander l'argent aux gens en mon nom. C'est pourquoi je refuse ça. Si tu veux m'aider, tu partages simplement mon lien. Tu ne vas pas partager, pas copier mes vidéos, aller créer une autre chaîne où tu vas commencer à demander de l'argent à les abonnés. Je ne veux pas ça. Je ne demande pas l'argent aux abonnés. Mais après, quand vous allez partir faire ça là-bas, je ne serai pas responsable. Vous allez commencer c'est comment? Donc, je vais faire supprimer. Il y a 2 chaînes que j'ai encore vues aujourd'hui. Je vais faire supprimer ça. J'ai fait plus de 4 chaînes. Je vais faire supprimer les 2 autres chaînes là. Je donne encore 2 jours à ceux qui ont créé ça. Pour ne pas avoir l'autre m'envoie le message que c'est mon gars qui a utilisé mon email pour créer la chaîne YouTube parce que j'avais déjà envoyé les demandes d'emploi avec l'email là aux entreprises. Et maintenant, comme tu as fait supprimer le truc,
On a bloqué mon je ne peux pas recevoir les... Moi, quoi maintenant dans vos relations? Ton gars fait comment pour avoir ton email jusqu'à ce qu'il est en train de créer les pages avec... Comment? Donc laissez-moi les faux motifs là. Je vais supprimer. Simplement, il n'y a même pas de truc. Soit maintenant, allez vérifier vos emails, vous supprimez vous-même. Voilà. Merci, passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir.